Nous retrouvons pour notre live Insta des ateliers du mardi, actuellement sur la thématique logement. Donc, nous allons être rejoints par quelques partenaires. Nous sommes donc rejoints par Jean-Jacques du Clage. Bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, là il y a une petite inversion sur la caméra, nous te voyons de côté, mais parfait. Ok. Nous devrions être également rejoints par la Fève dans quelques instants. Hop. Bonjour. Bonjour. Alors, peut-être du coup, en attendant que la Fève nous rejoigne, quelques mots. Ah, voilà, j'espère qu'il se connecte. Du coup, peut-être quelques mots de présentation. Donc, pour le Crous, je suis accompagné de Nadia qui intervient au niveau du logement du Crous. Je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Nadia Metrati, donc je suis la coordinatrice hébergement, donc en charge du service logement et international pour les Crous de Paris. Donc avec nous, Jean-Jacques du Clage. Le Clage est un acteur important dans l'accompagnement au logement pour les jeunes. Jean-Jacques, peut-être quelques mots pour te présenter. Oui, bonsoir. Donc Jean-Jacques Pasco, je suis conseiller logement au CLAGE de Paris. Donc le CLAGE, c'est le comité local pour le logement autonome des jeunes. Donc nous sommes une association et notre mission, c'est d'informer, d'accompagner dans les démarches administratives et sociales liées au logement des Parisiens, des jeunes domiciliés à Paris, âgés entre 18 et 29 ans. Merci. Nous avons avec nous la Fève. Pareil, je vous passe le relais pour une petite présentation. Moi, je m'appelle Lisette, du coup, j'ai 19 ans et je suis capseuse à la FEF depuis 1 an et demi. La FEF, du coup, c'est une association qui s'occupe de toutes les questions liées au lien social dans des immeubles disséminés dans Paris ou même en Île-de-France ou sur les territoires français en général. Voilà, on mène chaque semaine, chaque mois des actions afin de recréer du lien social. On fait du mentorat auprès de jeunes issus de divers milieux sociaux. Voilà. Merci. Et donc Julien, qui est avec nous, qui intervient comme étudiant témoin, logé au Crous, il me semble. C'est ça. Alors moi je m'appelle Julien, j'ai 22 ans, du coup je suis logé au Crous de Saint-Jacques et je suis aussi référent dans cette même résidence. Du coup en gros pour ceux qui savent pas vraiment ce que c'est référent, en gros le but c'est un peu d'animer les résidences avec des soirées, des dîners, etc. Et surtout en gros d'être le lien entre les résidents et l'administration du Crous pour faire remonter des problèmes ou quoi que ce soit. Et par contre, au niveau de la fête, j'ai pas compris le prénom. Si jamais ça a coupé encore. Lisette. Lisette, super. Alors, en attendant, pour l'instant, il n'y a pas encore de questions, mais une fois encore, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, et on y répondra tant que faire se peut, au fur et à mesure. Peut-être déjà un premier mot, Nadia. Oui. Parce que se loger ou accéder à un logement pro, c'est pas forcément si simple. Donc du coup, est-ce qu'il y a des critères importants qui facilitent l'accès, sur lesquels les dossiers sont étudiés? Alors oui, effectivement, il y a des critères importants et le critère le plus important, être étudiant au sein d'enseignement supérieur. Voilà. C'est le premier critère indispensable, suivi de très près, bien sûr, par la qualité de boursier. Voilà, donc être boursier en second critère. Et puis, je dirais peut-être pour un troisième critère très important, la distance entre le domicile familial et le lieu d'études, qui compte aussi beaucoup au niveau des attributions en logement. Mais alors pourquoi ces critères? Est-ce que le Crous a tant de demandes que ça? Pourquoi on loge pas tout le monde? Effectivement, et spécifiquement à Paris, mais aussi dans les grandes villes de France, mais notamment à Paris, c'est très marqué. Chaque année, on a un parc d'à peu près
9000 logements. Et seulement chaque année, nous remettons, donc, parce que les étudiants étudieront bien sûr plusieurs années, et chaque année, nous remettons entre 1500 et 1700 logements voilà, qui sont quittés par les résidents. Sur à peu près, faut compter à peu près 20 000 demandes pour l'année dernière. Donc voilà, vous voyez que le ratio est important. Effectivement. Et en termes de délai, on a la réponse rapidement, un peu tard. Voilà, est-ce qu'on peut postuler au Crous et puis on attend tranquillement avant de chercher ailleurs? Alors, j'ai envie de dire, ça dépend dans quelle phase on se trouve, parce qu'il y a 3 grandes phases pour l'attribution des logements. Donc, la première et la plus importante, c'est ce qu'on appelle les tours logements. Donc, c'est quand vous avez demandé pour la première fois votre demande de logement en ligne pour cette année jusqu'au 30 avril. Excusez-moi. Donc, jusqu'au 30 avril. Ensuite, j'ai perdu le chiffre, désolée. La demande jusqu'au 30 avril, oui. Effectivement, ensuite, 4 tours, donc au mois de juin. Nous avons cette année, pour la différence d'année dernière, donc 3 tours nationales. Et les réponses sont assez rapides courant juin. Donc, vous avez une réponse à chaque fois sur les 3 tours, à peu près première dizaine de juin, puis vers le 20 juin, puis fin juin. Ensuite, la deuxième grande phase, c'est la phase complémentaire, où là, vous aurez une réponse. Donc, c'est les désistements. Donc, on a très peu de logements pour la phase complémentaire. Ce sont éventuellement les refus, les désistements, etc. Donc, vous avez des réponses entre, je dirais, mi-juillet jusqu'à fin août. Et ensuite, la phase qu'on appelle fil de l'eau à partir de début octobre. Donc là aussi, ce sont les départs imprévus. Par exemple, un étudiant qui a commencé un cursus qui s'arrête assez rapidement pour X raisons, ou des départs tardifs d'étudiants qui étaient renouvelés mais qui décident de commencer un cursus dans une autre académie et qui vont donc libérer les logements. Donc en phase complémentaire, vous avez encore quelques possibilités. Et sinon, les plus grandes réponses sont faites courant le jour. On a déjà 2 questions. On va en laisser une pour un petit peu plus tard concernant les grandes chambres. On peut peut-être répondre à une autre question d'une maman qui nous signale que sa fille va arriver à la rentrée en septembre dans le cadre d'un parcours Erasmus. Est-ce que les étudiants en Erasmus postulent de la même manière que les autres au niveau de ces différents tours? Alors non, ce que je viens d'expliquer, donc c'est valable pour les étudiants qui relèvent de ce qu'on appelle le DSE, donc le dossier social étudiant. Les Erasmus, c'est différent, c'est ce qu'on appelle du coup les étudiants qui relèvent d'un contingent, c'est-à-dire qu'il y a une convention qui est passée entre l'université et le Crous pour accueillir des étudiants notamment en échange Erasmus. Voilà. Et donc, ce sont les universités qui nous fournissent les listes des étudiants qu'ils ont retenus dans le cadre de cet échange. Ce qui veut dire, dans le cadre de ce parcours Erasmus à l'élite, effectivement, se rapprocher du lieu d'études de l'université ou peut-être chercher des solutions alternatives. Alors, j'ai envie de me tourner sans doute vers Jean-Jacques. Au niveau de ce logement des jeunes et des étudiants, quelle autre solution il existe que le Crous? On va dire qu'il y a 2 secteurs différents. On va dire il y a le secteur privé et le secteur social. Au niveau du secteur social, il y a beaucoup de résidences qui acceptent des étudiants boursiers que le Crous ne peut pas loger. Je pense à des organismes comme Eneo, comme Espacil Habitat, comme Adoma, comme Arpège. Il y a beaucoup de structures qui peuvent s'appeler résidence sociale jeunes actifs, résidence jeunes travailleurs, foyer jeunes travailleurs. Le type de logement est sensiblement le même que le Crous. Ce sont des studios meublés avec un prix à caractère social, donc avec un loyer, on va dire entre 450 et 600 euros par mois, charges comprises, pour une durée temporaire de 6 mois, 1 an, 2 ans, tout dépend un peu le parcours du jeune. Donc il y a toute cette phase-là où il faut bien penser à essayer de candidater. Et je pense aux étudiants, par exemple, qui sont salariés également, qui ont un petit travail à côté, de se rapprocher vers leur employeur pour bénéficier du 1% patronal, pour entrer également dans une résidence étudiante ou résidence jeune travailleur, voilà, qui à caractère social, donc qui sont quand même accessibles à bas prix. Après, la concurrence est rude, faire beaucoup de candidatures, mais il y a beaucoup d'organismes qui proposent ce type de logement.
Donc, Jean-Jacques, quand on entend foyer jeunes travailleurs, on a encore des représentations des fois du foyer Exactement. de 50 avec des chambres d'une douzaine, d'une quinzaine de personnes. C'est plus le cas à l'heure actuelle. Non, c'est plus le cas. C'est vrai que moi, je travaille depuis des années au CLAGE et c'est vrai que le terme foyer, on l'utilise de moins en moins. On préfère le terme résidence travailleur. Moi, j'en ai beaucoup visité. Moi, j'étais étudiant au Crous, donc j'étais logé au Crous pendant des années. Et là, je visite maintenant des studios dans les résidences jeunes travailleurs. Ce sont des studios seuls. Il y a parfois des résidences qui proposent encore des chambres avec cuisine collective, salle de bain collective, mais c'est vrai que c'est de moins en moins le cas. De plus en plus, ce sont des studios entre 12 et 18 mètres carrés, meublés, seuls, avec sa propre cuisine, sa propre salle de bain. Mais il y a quand même un aspect collectif dans les résidences, avec une grande cuisine, des grands salons pour que les résidents puissent se connaître. Et c'est vrai qu'il faut déconstruire un peu les a priori du terme foyer et simplement aller visiter, aller voir. Et la majorité des personnes, je pense, sont plutôt agréablement surpris de ce que propose ce type de résidence. Merci. Alors, Jean-Jacques évoquait un partenariat avec Eneo. Peut-être quelques mots, Nadia? Eh bien, le Crous de Paris est aussi partenaire d'Eneo. On a une convention donc avec Paris. Et nous sommes destinataires donc pour eux, c'est-à-dire qu'ils restent gestionnaires de leur logement, mais nous sommes affectataires d'étudiants, donc ce qui nous permet de proposer aux étudiants qui n'ont pas eu satisfaction lors des tours ou lors des phases jusqu'en septembre de pouvoir proposer l'offre Eneo. Donc c'est une offre quand même au total de 1500 logements. Voilà, et comme vous le disiez, ce sont des studios tout à fait, enfin, une quinzaine de mètres carrés avec douche et WC inclus. Enfin, c'est le vrai studio. Voilà, c'est confortable. Et on va répondre à une question de Khadija. Je suis boursière échelon 7 et ma famille se trouve en Afrique, donc a priori une bourse consulaire qui a été faite en amont pour que l'échelon puisse être statué avant ce fameux tour national du mois de juin. Est-elle éligible au logement Crous? Alors, tout dépend effectivement de la bourse. Est-ce que c'est une bourse échelon 7 sur critères sociaux, sur critères sociaux du Crous de Paris? Dans ce cas-là, la réponse est bien sûr oui. Et vous êtes ultra prioritaire puisque effectivement, lors des phases des tours en juin, nous commençons par les affectations d'étudiants boursiers échelon 7, puis voilà, ensuite échelon 6, 5. Les boursiers échelon 7 notamment sont prioritaires dans l'attribution des logements. Petite question là aussi, Jean-Jacques sans doute pourra répondre sur les fameuses agences immobilières qui existent et qui vendent 200, 300, 500 euros l'accès à plusieurs milliers de logements. Comment ça se passe? Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt un bon plan ou un mauvais plan en fin de compte? Alors, justement, c'est un peu le deuxième secteur dont je parlais, le social et le privé. Alors, le secteur privé, sont des appartements, quand des propriétaires ou des agences. Ça, à Paris, région parisienne, il y a quand même une grande vigilance à avoir sur plusieurs points. Déjà, des agences qui peuvent vendre pour 100, 200 euros, accès à une liste de logements. Bon, alors moi, je déconseille très fortement d'y aller, parce que souvent, on se retrouve avec une liste de logements. Soit le logement sont pris ou sont beaucoup plus chers et on n'est pas bien sûr remboursé. Donc ça, faut faire attention. Également faire attention, c'est les annonces qui peuvent sembler un peu trop belles pour être vraies. Donc c'est vrai, si vous voyez un studio de 20 mètres carrés dans Paris à 300, 400 euros, il y a quand même peu de chances que ce soit une vraie annonce. Et également tout type d'annonce de privé avec un propriétaire, une personne qui demande un chèque de réservation, par exemple, qui vous dit « Moi, le logement, je te le propose, fais-moi un chèque de 150 euros et je garde que toi ». Voilà, ça, dites-vous que cet argent, vous ne le reverrez jamais et vous n'aurez jamais accès à ce logement. En tous les cas, le conseil qu'on donne au CLAGE, c'est qu'on n'avance jamais d'argent. On paye une caution, un dépôt de garantie le jour où on se trouve dans l'appartement qu'on veut louer, qu'on a en face de la personne, le propriétaire ou quelqu'un qui emprunt le propriétaire, on signe un contrat et là, on règle le dépôt de garantie, le premier mois de loyer. Mais jamais d'avance d'argent. Alors, sans parler avance d'argent, est-ce que les propriétaires ont le droit, est-ce que c'est pareil, c'est plutôt bon plan ou plutôt arnaque, les propriétaires qui vont dire oui, pas de souci, je vous rajoute sur la liste de visite, moyennant 100 euros de réservation de cette fameuse visite pour éviter d'avoir des désistements lors des demi-journées en question?
Non, bah ça, je vous conseille de fuir et d'aller voir, de répondre à une annonce d'un propriétaire qui ne demande pas d'argent. Le propriétaire n'a pas à vous demander d'argent, en fait, tout simplement pour visiter le logement. Il a demandé à de l'argent quand il vous prend, payer le loyer, payer une caution. Voilà, c'est des choses légales. Un chèque de visite, non. Enfin, franchement, n'y allez pas. Cherchez d'autres annonces, appelez d'autres propriétaires et vous verrez qu'en fait, c'est quand même assez marginal et que quand même la majorité de propriétaires restent honnêtes et voilà, ne vous demanderont pas d'argent pour visiter leurs biens. Jamais, jamais. Alors, tout à l'heure avait été évoqué par Jean-Jacques des logements solidaires. J'ai entendu aussi dans la présentation de Lisette qu'il y avait un côté solidaire au niveau de la FEV. Peut-être ce serait intéressant d'en apprendre un peu plus. Voilà. Du coup, Lisette, qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à choisir ce système de colocation solidaire? Qu'est-ce que tu y trouves de bien, de peut-être moins bien aussi? Alors du coup, d'abord une présentation. Les colocs solidaires, du coup, ce sont des jeunes qui ont entre 18 et 28 ans qui sont mis ensemble pour vivre dans un logement qui nous est alloué par une association. Euh, En général, ce sont des profils qui sont plutôt complémentaires. C'est-à-dire que, je vais prendre mon exemple personnel. Moi, je vais en colocation avec deux garçons. Et en général, c'est vrai qu'on a un petit peu une habitude de passer un petit peu du temps ensemble, en rentrant des cours, d'avoir une vraiment. Je pense que cette question c'est un appartement solidaire, c'est-à-dire que on cherche autre chose que simplement un appartement dans lequel vivre à Paris. On cherche aussi à rencontrer des gens avec qui on se sent bien. Concrètement, je pense que c'est par ça qu'on peut commencer par décrire la FEV. J'ai rencontré d'autres personnes qui sont dans cette association et qui m'ont en effet dit que c'est vraiment cette question d'être entouré de personnes en qui on peut avoir confiance, avec qui on peut se sentir bien, avec qui on est heureux de vivre. Euh, c'est aussi, ça se voit dans les actions du quotidien par rapport à la répartition des tâches ménagères qui sont, je pense, plus simples que dans une colocation normale parce que ce sont des gens qui ont souvent la plupart du temps des valeurs communes. Donc, cette question de répartition des tâches ménagères, de respect d'autrui, ce sont des valeurs qui sont déjà intrinsèques à une personne qui, la plupart du temps, va postuler à la FEV. Donc, cette question de l'écologue solidaire, c'est vraiment, c'est une façon de vivre ensemble dans une sorte de bien commun. C'est ça. Et au niveau de ce choix associatif pour le développement de la solidarité, c'est imposé en amont quand vous candidatez, toi et les autres étudiants et étudiantes, sur le logement, ou il y a un choix de l'association auprès de laquelle vous allez pouvoir vous engager? Comment ça se passe, hein? Euh, on postule auprès de la FEV, on apporte notre expérience en termes d'associatif, et après, en fonction de notre profil, on va être alloué sur différents projets. Il y a des projets avec les habitants de notre immeuble, souvent des personnes âgées donc isolées, et il y a d'autres projets qui sont beaucoup plus axés sur l'aide à, par exemple, des enfants. Ça peut être le mentorat, le tutorat, etc. Pour des enfants qui peuvent avoir des petits problèmes. Et donc, nous, on reçoit des formations pour pouvoir après leur apporter la réponse nécessaire. En général, c'est des actions qui se déroulent une fois par semaine ou une fois par mois environ. Ça peut dépendre du planning qui nous est alloué. Et donc, moi, en général, je suis dans un immeuble où, donc, du coup, je gère le lien associatif avec les personnes âgées. Et la plupart du temps, on organise une sorte de petit-déj dans le haut de l'immeuble où on discute d'actualité, on discute je sais pas, de littérature, d'art ou de leurs problèmes personnels. Et du coup, il y a vraiment une façon de mieux connaître les gens avec qui on vit en général. Et je pense que c'est ça qu'il faut vraiment prendre en compte quand on veut postuler à la FEF, c'est-à-dire que c'est un travail associatif avant tout, ça va demander de l'investissement et ça va demander surtout un respect d'autrui et un amour pour l'autre en fait. Alors, le CROUS propose aussi des colocations, hein, Nadia. Est-ce que c'est le même principe? Est-ce qu'il y a ce côté solidaire? Est-ce que c'est une colocation plus classique? Alors, effectivement, on a deux types de colocation. On est aussi en convention avec la FEB. Nous, on met à disposition des colocations pour la FEB. Et effectivement, comme l'étudiante, c'est que la FEB transmet une liste d'étudiants
Voilà, habiter ensemble. De l'autre côté, on a ce qu'on appelle nos colocations libres, qu'on préfère nous dire aussi le terme choisi, parce que c'est beaucoup plus facile quand on se connaît un petit peu ou qu'on a cherché, voilà, avec, on pense aux primo-entrants, notamment aux élèves de terminale, peut-être de pouvoir habiter ensemble dans une colocation pour la première année d'études supérieures sur Paris. Ça peut être toujours plus facile. Et aussi, c'est une sorte de lutte aussi contre l'isolement, etc., puisque vivre en colocation offre à l'étudiant de pouvoir échanger, pour avoir des discussions le soir, enfin une vraie vie à plusieurs, un petit peu comme dans son cercle familial, mais là, plus entre étudiants. Donc, effectivement, pour les étudiants qui veulent faire donc une demande de colocation, il faut se rendre il y a une particularité, faudra cocher sur la demande de logement aussi en colocation, ce qui ouvre aussi à avoir plus de chances d'obtenir un logement sur Paris, parce que la demande, comme on l'a dit tout à l'heure, est extrêmement forte. Et aussi, donc, tout au long de l'année, on se rend sur le site du Crous de Paris dans la rubrique Se loger. Vous avez toute une rubrique qui explique ce qu'il faut faire pour déposer sa demande en colocation. Voilà. Et si vous avez donc d'autres étudiants et que vous souhaitez faire une colocation, donc n'hésitez pas à faire cette demande en parallèle sur le site du Crous de Paris. Merci. Julien, toi qui as pour le coup accédé à un logement Crous, est-ce que cette pression locative, quand tu avais fait la demande, tu l'avais ressentie ou pas tant que ça? Voilà. Comment s'est passée ta propre expérience d'accès au logement Crous? Bah moi c'est le schéma un peu classique, c'est que du coup vu que je suis pas étudiant Erasmus, j'étais déjà enfin je suis étudiant français, du coup j'ai fait mon DSE, du coup mon dossier social étudiant. Pour le coup j'ai eu de la chance aussi parce que du coup ma mère m'avait aidé à le faire. Et du coup il suffit de mettre les pièces demandées, je sais plus exactement ce que c'est, je crois qu'il y a le livret de famille, enfin il y a plein de choses. Et du coup après il faut avoir aussi d'un côté faut être honnête avec ça, faut avoir beaucoup de chance parce que comme l'a dit Soraya, il y a beaucoup de demandes. Et du coup, au final, j'ai un logement et puis voilà. Je rebondis juste pour les pièces du DSE. N'hésitez pas à nous retrouver le mois prochain, parce qu'il y aura un live spécifique sur comment faire son DSE, quoi mettre dedans. Je ferme là ma toute petite parenthèse. Euh, du coup, cette expérience de logement, là, ça s'est passé comment? Il n'y a pas eu de surprise à l'entrée dans les lieux, l'intégration s'est bien passée, la vie en résidence s'est bien déroulée, en plus en charge d'animer en partie. Donc, voilà, comment ça s'est passé? Bah moi, pour le coup, je m'attendais du coup à avoir un peu un studio Crous basique, sauf que du coup, en gros, moi, quand je suis arrivé dans ma résidence du coup qui est à Saint-Jacques, apparemment, c'est une des seules résidences dans Paris qui n'avait pas de cuisine personnelle. Du coup, ça, c'était sur le jour où j'ai eu les clés où je l'ai appris. Et au début, du coup, c'est ce que m'avait dit du coup mon directeur, etc. Mais au début, ça peut paraître contraignant, mais d'un côté, ça permet aussi de se forcer à aller du coup dans des endroits entre guillemets publics où on peut croiser d'autres voisins, etc. Et puis échanger même quelques mots ou quoi. Et je pense que c'est mieux quand même de voir des gens en général tous les jours dans la cuisine que rester chez soi et faire à manger seul, ou voire même, on peut même partager des repas. Il y a des gens qui font ça, souvent ils se mettent dans la cuisine collective ensemble, ils partagent des repas, puis ça se passe très bien. Et du coup, au début, c'est assez compliqué. Quand on part de chez ses parents, en général, du coup, c'est assez compliqué de se retrouver un peu seul. Du coup, moi, les premières semaines, c'était assez compliqué. Surtout, moi, je n'osais pas forcément aller dans la cuisine collective, parler à des gens et tout, parce que je suis quelqu'un d'assez réservé de base. Mais à force, on s'y habitue, on arrive à s'organiser, même au niveau du budget pour les courses, nos habitudes, etc. On arrive à s'habituer. Là, du coup, c'est ma troisième année ici. Et là, ça se passe nickel. Et au final, je suis très content d'être ici. Oui, merci. Du coup, Nadia, petite question comme ça à la volée. Cette cuisine collective, quand elle est partagée, qu'elle n'est pas chez soi, on paye les mètres carrés de la cuisine comme si on était dans un studio. Ça permet d'avoir une autre répartition des frais. Comment ça se passe? Alors, en fait, non, uniquement les mètres carrés donc, du logement. Sur la résidence Saint-Jacques, par exemple, c'est entre 11 et 18 mètres carrés. Sachant qu'ils ont la douche à l'intérieur du logement et la cuisine collective. Alors, effectivement, le tarif doit être un peu compliqué parce que je vais pas entrer dans les détails, mais ça dépend si cette résidence est une propriété État, ou si ça appartient à un bailleur, etc. Donc, logiquement, les colocations, c'est moins cher. Normalement, quand il y a cuisine collective, ça peut permettre un loyer un peu moins élevé.
Merci. Désolé, on va faire simple. Est-ce que le loyer est plus cher ou pas? Effectivement. Euh, donc, du coup, Julien, ce logement, ça a pris combien de temps finalement pour pouvoir y accéder entre le moment de la demande, le moment de la réponse? Est-ce qu'il y a eu une obligation de rentrer tout de suite dans la foulée dans le logement ou est-ce que tu es rentré un petit peu plus tard, ce qui peut éviter de payer le loyer de juillet ou d'août par exemple? Comment s'est passée cette entrée dans les lieux, ça? Bah du coup, si on compte le moment où on a fait où j'ai fait la demande pour le logement, oui, ça a pris à peu près peut-être 3 mois. Et du coup, en gros, j'ai eu la réponse avant septembre, je crois peut-être fin août, il me semble. Et du coup, en gros, on pouvait venir récupérer les clés dès le 1er septembre. Du coup, c'est ce que j'ai fait en soi. Du coup, en arrivant dans les lieux, du coup, il y avait le directeur de mon UG qui m'a accueilli. Du coup, j'ai payé du coup le premier mois de loyer et encore, et je crois 100 euros enfin de, Contribution qui est déduite du premier mois de loyer. Effectivement. et du coup, après, directement, j'ai eu les clés, et du coup, on m'a fait visiter, et puis voilà. Le logement est éligible aux APL, je suppose. C'est ça, oui. Bah, du coup, ce qu'il faut faire, c'est ce que je dis souvent enfin, aux nouveaux résidents qui viennent dans ma résidence, c'est de demander directement les APL et plusieurs aides auxquelles on a le droit en tant qu'étudiant. Mais le plus important, oui, ça reste de se faire sa demande d'APL, qui prend parfois du temps. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a une sorte de rétrocession des mois de CAF. C'est-à-dire qu'en gros, si notre demande elle est acceptée à partir de novembre, bah, on aura quand même les mois d'appel de septembre et octobre. Ouais. À condition d'avoir fait la demande suffisamment tôt, effectivement. Ah oui, mais dès qu'on a les clés, il faut absolument faire la demande de CAF le plus vite possible parce que ça met du temps. Puisqu'on parlait de cette remise des clés, Julien évoquait la caution, parce qu'effectivement, il y a un dépôt de garantie, c'est un autre terme qui est utilisé. Peut-être, Jean-Jacques, quelques mots, comment on fait pour ce dépôt de garantie? Est-ce que on a besoin est-ce qu'il y a des aides qui existent? Si nos parents ne gagnent pas assez, ne gagnent pas les fameux 2 à 3 fois le montant du loyer dans le privé, est-ce qu'il y a d'autres organismes qui peuvent se porter garant? Enfin, voilà. Comment se passe cette phase d'accès et quelles aides on peut avoir? Oui, en fait, bah, il y a deux choses à l'entrée, hein. Ils vont vous demander une caution, un dépôt de garantie, donc c'est une somme d'argent, un mois le loyer, sans les charges à verser à l'entrée. Alors ça, hélas, il n'y a pas vraiment d'aide financière. Il y a ce qu'on appelle quand même le locapass par Action Logement, mais c'est plus un prêt à taux zéro, on va dire, de cette somme. Mais on peut demander ce prêt à taux zéro seulement en montrant le contrat de location. Donc voilà, c'est ce qui peut dépanner après. Donc il y a la caution dépôt de garantie qu'il faut verser et il y a forcément ce qu'on appelle aussi un garant. Une garantie, donc une personne ou un organisme qui s'engage à payer vos loyers si jamais vous ne les payez pas. Il y a un organisme gratuit que toutes les résidences acceptent, hein, et que c'est même plus simple pour eux, qui s'appelle Visal, VISALE, qui sera votre garant. Donc c'est gratuit, ça se fait sur le site Visal. Pour les étudiants, ça se fait en 5 minutes. En quelques jours, on a l'attestation, la preuve que Visal sera votre garant. Donc comment ça se passe concrètement? Bah, si un jour vous êtes en impayé, la résidence a le droit d'appeler Visal pour que Visal paye à votre place. Et ensuite, bah, Visal, bien sûr, vous écrit pour que vous les remboursiez sans intérêt. Voilà, donc c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. Et pour les étudiants, en fait, c'est assez rapide. Donc, il y a la possibilité effectivement d'avoir ce filet de sécurité et sans intérêt quand le remboursement est rapide. Effectivement, le petite info là aussi, parce que Vidal a évolué, les logements, le montant des loyers garantis depuis janvier 2026, c'est quand même jusqu'à 1 000 euros. Donc ça laisse quand même pour les étudiants. Donc ça laisse effectivement un parc relativement confortable, compris pour quelques studios dans le privé. Vous êtes peut-être au niveau de cette colocation solidaire, ça a été pareil, je suppose, sur l'entrée dans les lieux, il a fallu justifier du dépôt de garantie, de quelqu'un qui se porte garant pour les loyers. Avec le bruit de la rue, du coup, je coupe mon micro. Alors du coup, avant l'entrée dans mon appartement, j'ai demandé la garantie Visal. C'est comment dire, c'est une clause qu'il y a à remplir pour pouvoir finir son dossier pour la FEV. Il faut demander la garantie Visal et avoir une attestation. Ça s'est fait très rapidement. Le site, il est très clair, c'est très accessible. Donc en 5 minutes, on a fini de faire la demande et quelques jours après, on a une attestation. Et c'est en ayant fait ça on peut finir le dossier rapidement et que donc on a plus de chances de parvenir à avoir un logement
Et au niveau après du quotidien, quand il s'agit de payer le loyer, en location solidaire, est-ce qu'il y a des astuces est-ce qu'au niveau de la colocation, il y a des achats groupés alimentaires, par exemple, qui permettent de diminuer les frais? Enfin, voilà, comment s'organise le quotidien? Par rapport au loyer, on paye chacun un tiers. Les charges sont comprises et le logement est éligible aux APL. Et par rapport à la vie en colocation, je pense que le plus gros conseil qui est intéressant à entendre, c'est les courses. Les courses, faut acheter ensemble. Quelqu'un se dévoue pour y aller une fois toutes les 2 semaines. On vient avec des énormes sacs et vu qu'on achète en gros et en stock, c'est qu'on a vraiment à manger, enfin la nourriture nécessaire pour 2 semaines. Donc, je pense que c'est là où la plus grosse économie, elle va se faire. Julien, au niveau des courses et du quotidien, ça a été simple, parce que du coup, non, n'étant pas en colocation, l'avantage financier n'est pas forcément là. Ah oui, Euh, oui. euh, Ah, les courses, hein, c'est un peu compliqué honnêtement, parce que autant j'ai pu m'adapter pour plein de choses, pour sociabiliser, etc. Mais les courses, jusqu'à aujourd'hui, ça reste quand même assez compliqué parce que déjà vivre à Paris, c'est relativement cher en général, et encore plus quand on fait les courses. Et moi, par exemple, ce que je fais, c'est que, on va dire par mois, enfin par semaine, j'essaye de faire à peu près entre 40 voire 50 euros si c'est un beau jour, pour, du coup, par semaine pour faire des courses. Mais parfois, je prends pas de viande, il y a plein de choses auxquelles je me prive, etc. Mais j'arrive quand même à bien manger, mais ça reste compliqué. Mais ce qui est bien, c'est que en fait, à côté de ma résidence, c'est une résidence qui s'appelle le Sarail, et il y a un centre, enfin il y a un resto U. Du coup, souvent, je vais manger là-bas, ou même du coup dans ma fac, il y a aussi un resto U. Du coup, ça, c'est bien aussi de manger là-bas, ça permet de manger de la viande et d'autres choses auxquelles je peux pas manger d'habitude. N'hésitez pas non plus à regarder sur le site du Crous, hein, qu'il y a des pistes sur les aides alimentaires, épiceries sociales et solidaires, qui Tout ça permettent fait. d'avoir un volume de courses à un tarif largement inférieur au prix du marché. Ça peut même descendre jusqu'à 20-30% du prix du marché. Donc ça, il faut effectivement pas hésiter. Et puis du coup, j'ai une question de Matt, mais je pense que je vais la destiner à Julien. Euh, Matt nous demande si on peut rester dans les logements pendant les grandes vacances ou si finalement on vous met dehors pendant juillet-août. Alors, à part si c'est Légio, non. Mais non, oui, on peut. Le but, c'est de rester toute l'année au Crous, quoi. Le truc auquel on n'a pas le droit, c'est, enfin, que c'est la bourse, du coup, la bourse du Crous. À part sous certaines conditions, elle est coupée du coup entre ces deux juin, juillet, je sais plus. Juillet et août, effectivement, ne sont pas versés. C'est ça. Mais concernant le logement, non, on peut, Matt, tu peux rester chez toi, il n'y a pas de souci. Et puis pendant les JO, je souligne juste que tous ceux qui avaient demandé à être relogés l'ont été. Oui, 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 heureusement, heureusement. Donc, on a mis personne dehors. Euh, on était sur les aides. Petite question, tant qu'on est dans les questions à la volée, on va remonter un petit peu le fil. Il y avait une question sur l'accessibilité d'une personne qui me dit, voilà, j'étais boursière à l'échelon 6. J'ai retrouvé la question. Précisément, j'étais boursière à l'échelon 6 au Crous de Strasbourg, me semble-t-il, mais j'ai un doute sur le Crous. Mais finalement, si on est boursier sur un autre Crous et qu'on vient, par exemple, on était boursier en licence, on vient faire son master à Paris, on peut accéder à un logement Crous, même si au départ, de cette bourse, on le renouvelle sur une autre région. Alors, oui, il faut refaire tout simplement sa demande de bourse sur le compte de destination. Et bien sûr, en fait, le dossier est transféré d'un coup à l'autre. Il y a pas de problème. Et les critères étant nationaux, ce sont les mêmes critères de priorité. Voilà. Voire même si la famille habite Strasbourg et que le logement qu'on trouve sur Paris, il peut même y avoir majoration d'un point de distance, C'est ça. qui peut des fois augmenter l'échelon. Oui. Effectivement. Pour le coup, la bourse, une fois encore, n'hésitez pas, prochain live en avril qui sera dédié. Autre question de Dalia, pour les étudiants étrangers, à savoir une acceptation aux universités parisiennes, à quel moment on fait la demande de logement? Donc, a priori, pas sur le tout premier tour où il faut accéder par le dossier social étudiant et être boursier. Il faudra attendre la phase complémentaire, donc à partir de mi-juillet, et j'allais dire à suivre sur la phase complémentaire et fil de l'eau, donc de mi-juillet jusqu'à quasiment mi-octobre, de pouvoir postuler et surtout de surveiller ce qu'on appelle les vitrines. Donc, c'est les logements mis à disposition sur le site du Crous de Paris. Vous y accédez via mes services et nous mettrons
des logements de disponibles au fur et à mesure. Donc, des disponibilités, il faut surtout bien rester connecté et pouvoir voilà, postuler quand on est à l'international notamment. Et sinon aussi, c'est de contacter le service international de son université. Donc là, je crois que c'était Sorbonne, hein, l'université, qui aussi peuvent vous aiguiller et peut-être que vous pouvez aussi relever d'une convention que Sorbonne Université aurait avec le Crous et vous pourrez peut-être prétendre à un logement. Donc aussi se renseigner côté service international de l'université ou de l'école. Merci. Alors, au niveau de ce loyer, donc on a vu que c'était pas toujours si simple de tenir un budget. Si à un moment donné, on a une petite galère, un truc non anticipé, on comptait sur son boulot, mais on a eu un arrêt maladie, qu'est-ce que l'on peut faire et comment essayer de s'en sortir? Est-ce qu'il y a des pistes ou des conseils en termes d'aide, Jean-Jacques? Déjà, ouvrir ses droits, avec, comme tu l'as dit, l'APL. L'APL de la CAF, ça, faut le faire dès la signature du contrat. Faut pas perdre de temps parce que c'est des mois. Heureusement, comme tu l'as dit, c'est rétroactif, mais ça prend 3-4 mois. Bah, pendant 3-4 mois, il n'y a pas d'APL et il y a toujours le loyer plein à régler quand même. Après, à côté de ça, il y a des aides qui peuvent pas forcément concerner tout le monde, mais je vais quand même en parler. Pour ceux, par exemple, qui sont parisiens, qui vivent sur le territoire parisien depuis au moins 3 ans, il y a ce qu'on appelle l'aide Paris Logement, qui est une aide mensuelle autour de 90-95 euros en complément de l'APL pour le loyer. Et ça marche, juste Jean-Jacques, hein, ça marche aussi si on était parisien chez ses parents, ou Oui. le cas échéant, ou si on était parisien hébergé en colocation, on a changé de logement, on repart pas de zéro. Exactement. En fait, en gros, il faut prouver d'une existence administrative, si on peut le dire comme ça, sur le territoire parisien dans les 3 dernières années. Donc, ça peut être une inscription au lycée par les parents, une domiciliation, une attestation d'hébergement, voilà. Quelque chose qui prouve que vous êtes sur le territoire parisien depuis au moins 3 ans. Il y a, si je ne me trompe pas, également une aide pour les étudiants boursiers à l'entrée qui s'appelle L, ça existe toujours, AILE, par la ville de Paris, qui est quand même, je crois qu'une aide pour l'installation dans les premiers mois. Si je me trompe pas, hein, vous m'arrêtez, vous me direz si je me trompe. Non, est-ce qu'elle était prolongée? Il y a bien un mot sur la promotion. Il y avait effectivement, est-ce que le marché était renouvelé? Est-ce que les fonds étaient remis? C'est plus quelque chose qui était géré par. À vérifier, ouais, peut-être. La dernière question est prise par le texte n'est plus. Je préfère vérifier cette. Ouais. En tout cas, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Hein. Il y a un petit site qui est vachement bien pour ça, qui est en maintenance actuellement, mais qui est mes rendez-vous sur la brique mes rendez-vous sur l'espace MSE. Alors c'est en maintenance actuellement, mais n'hésitez pas à vous rapprocher, à prendre rendez-vous auprès d'un assistant social ou d'une assistante sociale pour vous renseigner sur les aides. Exactement. Donc là, c'est l'ouverture de droit. Et après, comme tu l'as dit, bah, il peut y avoir des incidents, des impayés, des difficultés financières. Et là, il peut y avoir des aides financières ponctuelles qui existent. Là, bien sûr, il faut se rapprocher soit d'une essentielle du Crous, de nous, le CLAGE. On peut également mettre ça en place. Il y a différents types. Il y a d'abord ce qu'on appelle le FSL, le Fonds Solidarité Logement, qui permet d'être dépanné pour des impayés de loyer, par exemple, après une reprise du paiement. Il y a également, et ça c'est peu utilisé, le Fonds d'aide aux jeunes de la ville de Paris, le FAGE, qui est réservé aux 18-24 ans. Et là, il y a un éventail d'aides financières, que ce soit au niveau de la subsistance, une aide pour avance de l'APL, une aide tout ce qui est formation, permis de conduire, aide santé, hygiène, s'acheter des vêtements, etc. Ça, il faut se rapprocher d'un travailleur social. Donc ça du Crous, de la mission locale, de nous, le CLAGE de Paris. On peut également vous aider à mettre en place justement ces aides ponctuelles. C'est bien des aides ponctuelles face à un incident, mais qui peuvent quand même dépanner et enlever quand même pas mal de stress que ça peut induire d'avoir des impayés. Et finalement, Jean-Jacques, face à un incident, si je fais la politique de l'autruche, après tout, il n'y a pas une petite chance quand même que mon bailleur, il oublie que j'ai pas payé? Alors ça, c'est quand même un peu délicat qu'il oublie que vous n'avez pas payé, hein, c'est sûr. Bon, je pense que les bailleurs propriétaires n'oublient pas déjà qu'il y a un loyer qui n'est pas payé ou pas. Mais c'est vrai que la première chose déjà, en tout cas, si vous êtes dans une résidence Crous, dans une résidence jeunes travailleurs, une résidence sociale, vous pouvez vous rapprocher de votre bailleur déjà, expliquer que là, dans les prochaines semaines, il va y avoir un incident.
pour qu'il vous aide aussi à trouver des solutions, créer un échéancier de la dette. Il y a quand même très souvent des solutions amiables à trouver, au moins pour pas être pris à la gorge d'une dette qui peut quand même paralyser d'autres démarches annexes. Donc déjà, première chose, c'est toujours se rapprocher un peu, voilà, de qui vous loge pour expliquer la situation et voir si généralement une solution peut être trouvée. Alors pas on oublie ce mois-ci, mais plus on va échelonner une dette, on va t'orienter vers un travailleur qui va pouvoir débloquer une aide financière ponctuelle. Voilà, toutes ces choses-là, communiquer, ça aide quand même à trouver une solution à l'amiable avec le bailleur, l'organisme qui vous loge. Julien, pour le coup, communiquer, ça fait aussi partie des conseils qui sont donnés dans ce rôle de référent logement auprès des autres étudiants logés. Et j'ai pas très bien compris la question. Et pour communiquer, prendre contact avec sa résidence, ça fait aussi partie des choses qui sont mises en avant et auxquelles tu as pu inviter d'autres résidents. Oui, c'est ça. Bah, souvent, quand il y a un problème qu'un résident me parle et que j'ai pas forcément la solution, moi, du coup, je le mets en lien avec du coup le secrétaire de mon UG, du coup, Port-Royal. Et du coup, je lui transmets le mail, il communique directement avec lui, que ce soit oui pour les aides au loyer, les dettes, etc. Euh, Et nous avons une petite question. Allez, je vais l'adresser à Nadia, celle-ci. Euh, Est-ce qu'on peut rester dans un logement crous ad vitam aeternam? Est-ce qu'il y a un temps maximum Effectivement, il y a un temps quand même maximum qui est de 5 ans. Voilà, donc on peut rester dans son logement 5 ans. Bien sûr, il faut qu'il y ait une progression dans les études et puis être bien sûr, avoir toujours le statut d'étudiant durant ces 5 ans. Voilà, c'est très important. Comme je disais, le critère numéro 1, c'est vraiment le statut d'étudiant. C'est très important. et y compris si on n'est pas à jour des loyers, ça va pas bloquer? Alors bien sûr, si. Et effectivement, donc il y a le critère important, c'est ne pas être endetté, avoir eu des dettes, mais avoir régularisé. On peut bien sûr pouvoir réadmettre l'étudiant parce qu'il a fait l'effort et puis voilà, il est en échéancier, tout va bien. Et la deuxième, donc il y a les dettes et le comportement bien sûr en résidence, c'est assez rare, mais ça peut être motif de refus de réadmission. Une petite question calendrier, mais on y viendra juste après. Du coup, Lisette, au niveau de la colocation, est-ce qu'il y a des conseils finalement pour bien s'insérer en résidence, bien débuter sa vie, bien trouver un équilibre aussi avec les études, puisque c'est quand même un des objectifs des résidences étudiantes. Voilà. Quels conseils pourrais-tu donner aux autres étudiants et étudiantes qui nous regardent, hein? Je pense que dans la vie en colocation, ce qui va déterminer qu'il y a un bon équilibre, c'est avant tout juste par des actions du quotidien. C'est-à-dire ne pas attendre avant de faire le ménage pour les zones communes, quand on fait un gros plat, ne pas hésiter à laisser un tupperware plein pour les autres parce que ça se trouve ils auront faim et ils auront pas envie de cuisiner. Donc juste ça se passe juste par des actions juste de bonté et de questions de bien commun du coup. C'est la question de le ménage, la nourriture, venir en aide s'il y a un problème, proposer à passer une soirée ensemble devant un film ou juste à discuter. C'est créer du lien social, ne pas se dire que ah mais si ce sont mes potes, tout d'un coup ça va pas bien se passer parce que s'ils font un problème avec le ménage, je me sentirai pas de leur en parler. Non, pas du tout. Il y a un équilibre à trouver. Il y a toujours des problèmes qui peuvent être liés, encore une fois, aux tâches ménagères, etc. Mais ça se règle toujours. Et après, voilà, tout passe par la communication et par des moments qu'on peut passer ensemble. Voilà. Julien, pareil, des spécificités, des choses à bien prendre en compte dans un logement crous. Voilà, des petits conseils pour que tout se passe bien dès le départ, hein, ou pas. Bah, du coup, comme on l'a dit, c'est directement faire sa demande d'APL, essayer de s'intégrer comme on peut, hein, ça dépend des personnes bien sûr, et surtout ne pas être trop fermé. Moi, je prends l'exemple, du coup, il y a beaucoup de résidents du coup dans ma résidence. Quand je propose par exemple des soirées ou quoi que ce soit, ils sont très fermés à l'idée de d'aller vers de l'avant et de surtout essayer de faire des connaissances, etc. Mais moi, ce que je peux conseiller, c'est de partir du principe qu'on va rencontrer des gens dans la résidence, que ça va bien se passer, et que du coup, on peut même se faire des amis, etc. Et qu'il n'y a aucun souci là-dessus. Mais surtout pas rester renfermé sur soi-même, parce qu'en fait, l'isolement, c'est un truc très récurrent
Parce que rester chez soi seul tout le temps, à part pour aller, enfin surtout faire école maison, pour le moral, c'est pas forcément idéal. Du coup, moi, j'invite du coup à tous ceux qui iront au Crous l'année prochaine à essayer de s'intégrer du mieux qu'ils peuvent. Sinon, oui, rester seul, c'est pas toujours simple. Euh, pour autant, on n'a pas le droit de faire de la colocation sauvage hein, au Crous, mais est-ce qu'on peut ponctuellement inviter quelqu'un et comment ça se passe, Julien? Bah, c'est un peu entre guillemets le libre arbitre, c'est qu'on peut ramener du coup un ou deux amis chez soi à la journée, aucun souci là-dessus. Et même si exceptionnellement, imaginons on a un ami qui habite, je sais pas, à Strasbourg et qui vient seulement une nuit à Paris, bon, on peut l'héberger une nuit, il n'y a pas de souci là-dessus. Ce qui est un peu abusif et que ce qui est du coup interdit, c'est de héberger quelqu'un plusieurs jours d'affilée ou des choses comme ça, ou ramener, je sais pas, 10 personnes, 15 personnes chez soi, faire des soirées, machin, ça c'est bah, de un, impossible vu la superficie, et de deux, complètement interdit. Donc faut aussi faire attention à ça. Oui. Là aussi, je suppose que après un petit passage par les référents de l'unité de gestion et prévenir les responsables, ça aide à pas se retrouver en galère derrière, je suppose. Ah oui, oui, c'est ça. Mais de toute façon, surtout parce qu'en gros, les murs, ils sont assez fins en général dans les résidences crous. Du coup, on entend un peu s'il y a vraiment beaucoup de bruit. Donc, si on sent qu'il y a beaucoup de bruit, on entend plusieurs voix, etc. On sait que quelqu'un a amené plusieurs personnes chez lui. Donc, en général, on sait qui fait ça, quoi. Nous avons une question dans le chat. Ça va être une question pour Nadia. Bonjour, j'ai un logement Crous de Paris. J'ai fait ma demande de renouvellement. Donc déjà, c'est bien, c'est dans les délais, puisqu'il faut la faire avant le 4 mai, si j'ai bonne mémoire. Et que ce sont des dates nationales, donc là-dessus, on n'a pas le choix. Donc la demande a été faite, de renouvellement a été faite mi-mars. Quand est-ce que devrait avoir lieu la réponse à peu près? Donc, très important pour ceux qui nous écoutent et nos résidents, c'est de bien effectuer sa demande de renouvellement. Même si on n'est pas sûr de rester à Paris, même si on a des doutes, etc., il faut cliquer sur je demande comment dire, mon renouvellement, parce que le risque, c'est de perdre son logement avec les tours qui suivent, c'est-à-dire pour les places pour les primo-entrants. Si je ne demande pas mon logement, vous êtes considéré partant. Donc, très, très important de bien cliquer sur demander la réadmission. Alors ensuite, oui, donc pour les réponses, si tout va bien, au 31 mai, on aura répondu à toutes les demandes de réadmission. Il faut savoir qu'il y en aura à peu près 4000 à 5000. Donc, voilà, fin mai, début juin maximum, on va dire le 1 ou le 2 juin, c'est terminé. Vous aurez reçu par mail votre réponse de réadmission. Donc, pour l'année universitaire avec. Autre petite question, Nadia. Il y a par moment des logements au niveau du Crous qui sont proposés pour des courtes périodes, par exemple pour le deuxième semestre. Notamment, je pense à des étudiants qui étudient hors de l'Île-de-France, mais qui auraient un stage sur Paris. Ce logement, une fois qu'on y rentre, on peut le garder pour les années suivantes ou c'est un cadre particulier? Non, c'est un cadre particulier, effectivement, ce qu'on appelle les courts séjours. Donc, on offre la possibilité au Crous de pouvoir loger les étudiants de région qui effectuent un stage à Paris. Parce qu'au cours de l'année, on aura encore des départs qui sont positionnés pas seulement au bon moment pour les primo-entrants, ni pour ceux qui cherchent un logement, parfois l'ont déjà trouvé. Donc, voilà, ça peut être février, de janvier à août. Ces logements peuvent être proposés aux stagiaires, donc des étudiants de région pour effectuer son stage avec un départ impératif au 31 août. Voilà, ça c'est important, on leur redit, on fait signer un document spécialement pour ça. Mais effectivement, ils quitteront. Normalement, logiquement, ils continuent leurs études d'ailleurs dans leur course de région, mais cependant, Paris attire aussi. Donc, c'est vrai que Paris est assez convoité pour les études. Merci beaucoup. Alors, on arrive au terme de notre échange d'une heure. J'ai envie de refaire un petit tour de table avec vous. Un petit mot de conclusion, puis peut-être si vous avez un conseil, un élément clé, le truc vraiment sur lequel vous voulez insister auprès de celles et ceux qui nous regardent. On va refaire dans le même ordre. Donc Jean-Jacques, peut-être. Alors j'en ai plusieurs, et je vais dire les plusieurs qui sont tous importants. Déjà, c'est le temps. S'y prendre vraiment longtemps à l'avance. Trouver un logement, même dans le secteur social, comme j'expliquais, à Paris et Petite Couronne, ça peut prendre des mois. Et il faut faire des dizaines de candidatures. Il y a quand même une concurrence rude. Donc le temps.
élargir un peu. Paris, c'est super. Il y a plein de villes à côté de Paris où il y a d'autres résidences. Je ne parle pas de prendre 1 heure et demie, 2 heures de RER, mais déjà de regarder ce qui se passe au terminus de métro. Il y a plein d'autres villes à côté de Paris où il y a d'autres résidences. Et donc, élargir le spectre de recherche, ça permet forcément d'élargir d'augmenter les chances d'avoir une proposition. Il me semble que j'avais un troisième conseil, mais je crois déjà ces deux-là, ils sont bien. Voilà, le temps et voilà, élargissez un peu votre champ de recherche pour vous donner plus de chances possibles. Si ça revient, le troisième conseil, il n'y a pas de souci, Ouais. on donne la parole. Lisette, du coup, peut-être le petit mot de la fin, la petite cerise sur le gâteau qui fait qu'il faut vraiment passer par une colocation solidaire. Alors premièrement, il faut savoir que les colocations solidaires de la FEV, c'est pas accessible que aux gens qui vivent en Île-de-France. Il y en a à peu près partout sur toute la France. Du coup, la plupart des étudiants de France ont accès aux colocations solidaires. Et mon conseil de fin pour que ça se passe bien, c'est être fier de ce qu'on fait comme travail associatif, être fier voilà, de nouer de liens avec des voisins, des personnes âgées, tout comme des jeunes enfants, et en vivant en plus avec des gens avec qui on s'entend bien. Voilà, être fier de ce qu'on fait, autant humainement que associativement. Julien? Bah écoutez, venez au Crous, hein, faites bien votre DSE, surtout, faut pas négliger les pièces demandées. Et surtout, faut prendre en compte que être au Crous, ça reste quand même une chance d'être logé pour un loyer minime et social à Paris. Moi, du coup, j'ai la chance d'être à Saint-Jacques, je suis à côté du Jardin du Luxembourg, etc. Je suis bien placé, j'ai un chez moi, j'ai un endroit calme où réviser. Et tout ça, du coup, c'est grâce au Crous qui m'a du coup permis d'avoir ce logement. Donc, il faut se rendre compte que c'est une chance et il faut surtout se donner les moyens que ça se passe bien, que vous restiez 1 an, 2 ans, 5 ans, de s'intégrer, comme j'ai dit tout à l'heure, du mieux qu'on peut, et de continuer ses études tout en s'intégrant et profiter. Et puis voilà. Petit détail, hein, mais quand vous faites votre DSE, pensez bien à cocher la case j'ai l'intention de demander un logement Crous, y compris si c'est sur un renouvellement. Voilà, c'est vraiment important de marquer cette traçabilité dès le début du DSE pour qu'il soit bien orienté et bien fléché. Et on vous retrouve au mois d'avril pour plus de détails sur les documents. Du coup, Jean-Jacques, le troisième élément. Non, je l'ai plus. En fait, ça revient quand même autant. Je pense aussi, parce qu'on a beaucoup ça au clash, des gens qui sont en fin d'études et qui doivent quitter le Crous dans les 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Venez au clash assez rapidement, parce que sortir du Crous, ça peut être compliqué de trouver un autre logement. Et ce qu'il faut, c'est le temps, hein, parce que le temps fait les choses, mais il faut quand même du temps pour trouver quelque chose qui nous plaît. Et comme j'aime à dire souvent, c'est minimum 3, 4 mois quand on veut se loger à Paris, et encore c'est le minimum, et tendance à augmenter avec les années. Donc toujours vraiment prenez le temps et commencez assez vite, assez tôt vos démarches. Nadia, un petit mot de conclusion? Pour conclure, donc bien suivre, important bon, pour les étapes, qu'on soit primo-entrant ou déjà étudiant en résidence, bien suivre les étapes de renouvellement ou les étapes de demande de logement comme les services. Il y a des dates butoirs, il faudrait pas avoir par exemple pour les primo-entrants, être hors délai parce que ça diminuerait encore plus les chances. Comme on l'a dit, bon, les étudiants, durant les tours, c'est les étudiants boursiers hein, qui ont plus de chances d'avoir un logement, mais rester connectés pour les autres, puisqu'il y a des possibilités en raison des désistements et des départs imprévus, etc. Donc, toujours suivre sur le site du Crous de Paris les disponibilités en direct et aussi les pages des réseaux sociaux du Crous de Paris qui va vous aider aussi à trouver des pistes autres aussi que le Crous, notamment avec le CLAGE, mais aussi avec nos partenaires Eneo, etc. Parce que voilà, il faut Paris étant beaucoup demandé par les étudiants, il faut s'offrir le maximum de possibilités et de bailleurs différents pour pouvoir maximiser vos chances de trouver un logement. Merci beaucoup. On arrive au terme de ce live. Si vous aviez manqué le début, le replay devrait être disponible dans quelques jours sur notre chaîne YouTube du Crous de Paris. Ça, c'est la première info. Merci à nos intervenants de ce soir. Donc, merci Jean-Jacques pour le CLAGE, comité local
pour le logement autonome des jeunes, vraiment une ressource clé et accessible sur Paris Centre. Merci Lisette pour ces colocations intergénérationnelles et cet engagement de CAPSeuse. Je ne me trompe pas dans la prononciation. Merci à Julien pour ton témoignage. Merci à toi Nadia pour les apports du Crous. Et nous vous retrouverons avec un grand plaisir pour le prochain live de l'atelier du mardi qui portera sur le DSE, quand faire la demande, comment faire la demande, comment faire si on est coincé, toutes les astuces et les éléments clés en live au mois d'avril. Merci à vous.